Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite pause dans la rentrée littéraire pour parler d'un livre que j'ai lu cet été, un classique, Anna Karénine. De quoi parle Anna Karénine ? On va y suivre deux couples. D'un côté, celui illégitime que vont former Anna et Vronsky. Et de l'autre, celui peut-être plus laborieux, mais finalement équilibré, de Levin et de Kitty. Et donc pour les premiers, de la rencontre à la chute, et pour les seconds, maladresse et félicité maritale. Et parallèlement à ces histoires de couple, c'est une peinture de la société russe que l'on peut voir. L'oisiveté et la frivolité de la ville en opposition à la frugalité et au labeur des champs. L'opposition entre une vie sincère et simple que cherche à atteindre Levin, et une vie factice, pleine de faux semblants, qui va mener Anna et Vronsky à leur perte. Mon avis. On appréciera la construction en plusieurs parties du livre qui amènera plusieurs symboliques et plusieurs motifs. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que contrairement au titre, il n'y a pas de personnage principal, mais deux pourrait-on dire quand on compte le temps de narration de chacun, Anna et Levin. Ce dernier, on l'imagine aisément en double de Tolstoï, tant celui-ci désarticule et analyse chacune de ses pensées, chacune de ses idées, tandis qu'Anna reste plus mystérieuse, plus hermétique, comme un éternel féminin inaccessible. À partir du moment où elle va rencontrer Vronsky, elle va se perdre elle-même dans cette passion qui est vouée à l'échec. Et de manière assez originale, parce que pas uniquement tributaire d'éléments perturbateurs externes, ce qu'on pourrait qualifier de fameux obstacles de contes de fées, mais principalement à cause de conflits internes. L'orgueil, la lâcheté, le désespoir vont poncer un à un les pigments que cette nouvelle relation aura mis dans leur vie, et les laisser nus, exsangues face à la vacuité de leur vie, de leur relation, de la superficialité, les mener jusqu'à un épuisement du réel. Et Tolstoï amène tout cela avec beaucoup de maîtrise, ce qui fait qu'un lecteur averti saura que l'idylle dès le départ ne peut pas durer. Elle tourna la tête au moment où il la regardait. Ses yeux gris, que des cils épais faisaient paraître foncés, lui jetèrent un regard amical et bienveillant, comme si elle le reconnaissait. Puis aussitôt, elle sembla chercher quelqu'un dans la foule. Quelque rapide que fût ce regard, il suffit à Vronsky pour remarquer dans cette physionomie une vivacité contenue, qui perçait dans le demi-sourire de deux lèvres fraîches et dans l'expression animée de ses yeux. Il y avait dans toute cette personne comme un trop-plein de jeunesse et de gaieté qu'elle aurait voulu dissimuler, mais sans qu'elle en eût conscience. L'éclair voilé de ses yeux paraissait dans son sourire. Donc différents motifs qui apparaissent, et là on voit que c'est celui du regard, des yeux qui se cherchent lors de la rencontre d'Anna et de Vronsky. En effet, on remarque la répétition du terme à 3 reprises, et associée une fois avec l'éclair, dans l'expression éclair voilé. C'est donc un coup de foudre, mais un coup de foudre voilé, et c'est ça qui m'a fait penser à Ronsard, au dardement des regards, la piqûre que procure l'amour, à double tranchant. En effet, à la Renaissance, la passion est expliquée de manière médicale, suivant un schéma bien précis, celui de l'empoisonnement. Les yeux féminins recèlent de vapeurs sanguines qui contaminent le système sanguin de l'homme. Méfiance donc, la médecine s'alliant à la religion pour éviter ou prévenir tout risque d'incartade ou de coup de folie. En tout cas, quand on lit ce début, on voit que les yeux c'est ce qui voit, mais c'est aussi ce qui trahit, ce qui dévoile. Cette ambivalence revient un petit peu plus loin quand un homme se fait faucher par un train et que cela affecte énormément Anna, qui le perçoit, sans se le formuler clairement, comme une mise en garde, un présage funeste. Quand on connaît la fin du livre, on voit que Tolstoï a bâti chacun des enchevêtrements qui vont conduire Anna vers sa conclusion. Et c'est ce qui nous fait nous dire que c'est vrai que souvent quand un auteur commence un livre, il a deux choses en tête, le début et la fin. Le premier rôle d'Anna est celui de confidente pour la belle-sœur Dolly, qui lui confie l'adultère de son frère. Et on se dit que c'est forcément signifiant, parce que quand elle la rassure, elle lui dit « Ces hommes peuvent commettre des infidélités, mais leurs femmes et leur foyer domestique n'en restent pas moins un sanctuaire pour eux.
Ils établissent entre ces femmes, qu'au fond ils méprisent, et leur famille, une ligne de démarcation qui n'est jamais franchie. Le démonstratif ici a à la fois une valeur péjorative, une sorte de jugement de valeur, mais crée aussi une distinction, une ligne de démarcation qui n'est pas censée être franchie. Cela rapproche dans un sens l'homme adultère de sa maîtresse qui est séparé du bloc familial, ce qui donne le ton pour la suite. Ce qui est original, c'est que l'adultère en lui-même est passé sous silence. Une ellipse alors qu'à première vue, c'est ce qui aurait pu être le plus intéressant, ou disons le plus croustillant. Mais non, Tolstoï s'intéresse à l'après, une fois que les premières passions sont passées, et que ne reste plus qu'un amour qui n'aura su évoluer. Amour plus profond de Kitty et de Levin, qui sera détaillé aussi comme une sorte de contrepoint. La jalousie d'Anna, l'indifférence de Vronsky qui empoisonne leur quotidien, les enferme dans un petit monde, celui de ces gens-là dont je parlais un peu plus tôt, qui ne peuvent avoir une vie normale car ils ont choisi la voie que condamne la société. Et je dois dire qu'ils m'ont plutôt touchée, alors que je lis ça et là que c'est plutôt Kitty et Levin qui ont plu au lecteur. Moi je les ai trouvés un peu cucul à praline et que ça ronronnait trop. Et j'aurais apprécié plus de passages encore avec Anna et Vronsky. Si ce n'avait été que Kitty et Levin, il n'y aurait pas eu de livre. Parce que c'est le côté maladif et destructeur de la passion qui est intéressant, plus que les bons sentiments. En même temps, un de mes livres préférés est Belle du Seigneur, qui parle de cet étouffement passionnel. Quand je lis les critiques qui parlent du plus grand livre d'amour écrit, j'ai du mal à être d'accord. Pour moi, ce livre ne se situe peut-être pas autant dans la distanciation qu'un Madame Bovary, mais j'ai du mal à le placer dans le même sillage qu'un Orgueil et Préjugés par exemple. La narration est assez froide, assez clinique, sauf quand il s'agit de Levin. Je crois qu'un seul passage vers la fin, quand Anna devient de plus en plus désespérée et où justement la folie, la crise passionnelle devient folie, avec la syntaxe qui commence à se distordre dans mon souvenir, il me semble que c'est un passage qui rend bien justement son intériorité, le trouble qu'elle traverse. Le reste du temps, on est dans une observation presque scientifique de cette société hypocrite. De plus, les nombreux questionnements métaphysiques de Levin, aussi importants finalement que la relation d'Anna et Vronsky, semblent abonder dans le sens que « all you need is not love », ou en tout cas pas passionnellement, mais plutôt dans une vision réaliste de ce qu'on a déjà, une vision presque mystique du devoir et de l'humilité. Quoi qu'il en soit, c'est un roman que je vous recommande. Il est très long mais se lit très facilement. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.